Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. J'espère que ça va pour vous, moi ça va, le retour YouTube est un peu compliqué, au bout de 4 mois il y a tout à refaire et c'est pas l'algorithme qui va m'aider. Pour cette nouvelle vidéo, je vais attaquer une série spéciale que tout le monde a déjà fait. Je vais vous présenter ma collection de comics. Quelle originalité, quelle prise de risque! En fait, j'ai jamais su comment faire une vidéo de ce genre et j'étais pas du tout convaincu par celle que je voyais sur YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça par thème et pas juste défiler la caméra devant la Bible. Ça me permet de détailler un peu plus chaque titre et je pense que ça vous donnera une bonne idée de mes goûts. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les titres que je vais vous présenter, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement car on va passer un bon moment ensemble. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler d'Alan Moore, un des auteurs les plus importants de l'histoire des comics. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter cet auteur et je vous propose qu'on passe directement au titre, sans ordre de préférence particulier. On commence avec Tom Strong, le héros de la science. Tom Strong est paru en 2 tomes chez Urban Comics et comprend l'intégralité des titres écrits par Moore et dessinés par Chris Prose, entre autres. C'est le premier comic book paru chez America's Best Comics, le label que Ghibli lui a laissé créer chez Warsong en 99, alors même qu'il bossait déjà pour Liefeld chez Awesome Entertainment. Tom Strong, c'est un peu un hommage au pulp des années 30, Doc Savage et Tarzan en tête. En gros, c'est un mix d'aventuriers, de scientifiques et de Superman. J'adore le côté pulp avec son bestiaire chelou et ses nazis, ses drôles rythmés, et contrairement à nombre de ses autres travaux, c'est plutôt bienveillant et optimiste. Même s'il dit parfois le contraire aujourd'hui, je trouve que Tom Strong prouve que si Alan Moore aime les comics. On continue avec Captain Britain dans les vieilles éditions de chez Panini. Alors c'est les mêmes histoires que dans l'omnibus que je possède aussi, à savoir l'intégralité des épisodes écrits par Alan Moore et dessinés par le talentueux Alan Davis. Moore a travaillé sur le personnage en 81 chez Marvel UK et les épisodes sortaient dans un magazine qui s'appelait Daredevil, il me semble. Les épisodes de l'auteur sur le personnage sont juste fabuleux et c'est pour moi le travail le plus psychédélique qu'il ait pu produire avec un Alan Davis déchaîné. C'est un peu les débuts de Moore dans les comics mainstream, il est en train d'écrire V pour Vendetta et c'est 5 ans avant Watchmen, et on peut dire qu'il ne cherche pas à faire plaisir à ses éditeurs. On a droit à un voyage de dimension en dimension et à travers le temps. C'est un vrai délire où se mêlent magie, robots, aliens et j'en passe. Une œuvre devenue culte et ce n'est pas sans raison. On va évidemment passer sur Watchmen, qui est tellement connu que je ne vais pas m'étendre plus que ça. L'œuvre qui a fait entrer les comics dans l'âge adulte avec des thématiques très fortes et très pessimistes dans son approche, sans compter le storytelling de génie de Dan Gibbons. Alors oui, quand on le découvre aujourd'hui, ça peut avoir pris un coup de vieux, mais si on replace cette œuvre dans son contexte de sortie, ça a juste créé une explosion thermonucléaire dans le monde des comics qui est à l'origine de bon nombre de titres qu'on pourrait pas lire aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Watchmen. Si vous voulez compléter l'aventure Watchmen, je vous conseille Watching the Watchmen, donc par Dave Gibbons, Chip Kidd et Mike Hessel, qui revient sur la genèse du titre avec les travaux préparatoires, les scénarios, les recherches, les croquis et tout. Donc quand on est fan de Watchmen et quand on veut savoir comment Alan Moore a travaillé avec ses artistes, franchement c'est vraiment indispensable dans la collection. On arrive à Top 10, qui est une de mes œuvres favorites de Moore, qui a quand même reçu 2 Eisner. C'est paru chez Urban en un seul tome, il y a l'intégrale et toutes les séries dérivées. Alors ça se passe à Néopolis et tous les gens sont des surhommes. Je dis bien tous les gens, ton plombier, ton facteur et ton concierge, ils ont des super pouvoirs. Alors c'est un peu compliqué à gérer pour la police du coin. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. On suit les aventures de divers policiers au jour le jour, mais quelles aventures! C'est irrévérencieux à souhait, on y aborde le racisme, les violences policières, l'homosexualité et le viol sur un ton assez libéré, qui tourne parfois au sketch et tout le monde en prend pour son grade. À Néopolis, il n'y a ni gentil ni méchant, juste une situation impossible à gérer, vécue par des personnages tous aussi dépassés les uns que les autres. Et les dessins de Cannon sont vraiment top. Là, on attaque un gros morceau de l'œuvre de Moore, probablement celle que je préfère, Swamp Thing, paru en 3 tomes chez Urban. Si Len Wein et Wrightson ont, avec talent, construit le mythe de la créature du marais, Moore va le déconstruire, voire le défoncer. Par un ressort scénaristique très simple, il va s'approprier le personnage et faire du monstre qui voulait redevenir humain une plante qui a rêvé d'être un homme. On y parle d'écologie, de la propension de l'homme à détruire tout ce qui l'entoure, de thèmes sociétaux et de politique bien entendu. Le titre verse parfois dans l'horreur pure et dérangeante autant que dans la poésie la plus picturale.
une œuvre riche et indispensable. Vraiment. Un titre un peu moins connu mais qui vaut le détour tellement ce titre est bon, La Ballade de Halo Jones, paru chez Delirium et c'est dessiné par Ian Gibson. À l'origine, ça sortait en épisode chez 2000 AD, l'éditeur de Judge Dredd. Ça raconte l'histoire d'Halo Jones, une jeune fille un peu paumée qui vit au 50e siècle et qui va se lancer dans une aventure assez improbable avec ses amis et son chien robot. On y retrouve bien entendu les thèmes habituels de Moore, la société de consommation, la religion et les politiques véreux, entre autres. Mais on y trouve aussi un imaginaire complètement fou et des concepts dingues mis en image avec talent par Gibson, avec des designs qui tiennent encore la route aujourd'hui malgré près de 40 ans d'existence. Un titre de SF indispensable qui montre à quel point on peut aller loin grâce à la science-fiction pour peu qu'on en ait le talent d'exploiter ces concepts. Un autre titre méconnu, c'est Monster, paru lui aussi chez Delirium. Alors c'est une série née en 1984 dans le magazine Scream, qui ne fera pas long feu avant d'être intégré à un autre magazine, Eagle. Ça nous raconte l'histoire de Kenneth qui vit dans une vieille maison isolée et qui est persuadé qu'une présence habite ses combles jusqu'au jour où il se décide à y monter. Alors Moore n'a écrit que le premier épisode puisqu'ensuite il laissera la place à John Wagner car il est trop occupé par d'autres travaux, notamment aux États-Unis. Pour les complétistes donc, mais c'est malgré tout une série qui vaut le coup d'œil si on aime l'horreur gothique dans le plus pur esprit des serials. Personnellement, j'aime beaucoup. On attaque tout de suite avec un gros morceau, avec une des œuvres les plus plébiscitées du maître anglais, Promethea, paru dans la collection Urban Cult et dessiné par l'incroyable John H. Williams III, l'un des artistes les plus talentueux que j'ai jamais vu de toute ma vie de lecteur. Dans cette œuvre, la jeune Sophie Banks travaille sur le personnage fictif de Promethea pour la fac, personnage issu d'un mythe puis récupéré par la fiction dont l'auteur Steve Shelley. Elle va retrouver la trace de cet auteur et découvrir qu'il est mort lorsqu'elle rencontre son épouse. C'est alors qu'elles se font attaquer par des démons et que la veuve se transforme en Promethea. Sarah apprend donc que Promethea se manifeste dans le réel chez ceux qui perpétuent sa légende. Ni une ni deux, Sarah se met à écrire et devient la nouvelle Promethea. Derrière le début plutôt classique se cache en fait un prétexte pour raconter l'une des histoires les plus poétiques, les plus profondes et les plus imaginatives de ces deux auteurs. C'est un récit sur l'apprentissage, long et profond, qui aborde des tonnes de thèmes, l'esprit, la religion, la magie et l'ésotérisme, avec beaucoup de précision, mais aussi et surtout le féminisme. On y s'attire le monde des super-héros dans le monde réel et on aborde différents personnages de fiction à travers différentes itérations de Promethea, ce qui permettra à Williams de nous époustoufler à travers les différents styles mis en œuvre, à se demander s'il y a un style qu'il ne maîtrise pas ou s'il a des limites. Promethea, c'est bon, mangez-en. On continue dans les gros morceaux avec l'intégrale en 3 tomes de From Hell paru chez Delcourt et dessiné par Eddie Campbell, version colorisée. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, Moore a fait son petit scandale et a demandé à ce que son nom n'apparaisse pas sur les livres. C'est pour ça qu'il y a ce petit décalage dégueulasse de titre sur le dos. Probablement une des œuvres les plus connues du maître qui raconte sa version de Jack l'Éventreur tirée de From Hell, une lettre soi-disant envoyée par l'auteur des meurtres à l'époque. Ce qui devait être au début une œuvre mineure est devenu une obsession pour Moore qui s'est mis à enquêter et à rassembler le plus d'éléments historiques possibles. Est-ce réaliste pour autant? Oui et non. Oui, dans le sens où la description de l'Angleterre de l'époque est très réaliste, et non, car il y ajoute des éléments imaginaires ainsi qu'une bonne dose de mysticisme et de conspirationnisme. C'est très sombre, glauque, et les dessins particuliers de l'artiste emportent le lecteur dans une ville crade et moite, puant l'alcool et la pisse à plein nez, pour une enquête qui va de révélation en révélation. Pour lecteurs avertis et fans du tueur de Whitechapel. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'après un classique, on enchaîne avec un autre classique, avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et les Dossiers Noirs, parus tous deux chez Panini Comics, et illustrés par le regretté Dennis O'Neil. On connaît tous le film raté avec Sean Connery, mais rassurez-vous, la version comics est bien meilleure, et c'est même l'une des toutes meilleures œuvres d'Alan Moore. Imaginez une Angleterre victorienne ambiance steampunk. Mettez-y entre autres le Dr Jekyll, l'homme invisible, le capitaine Nemo et j'en passe, mais dans une version misanthrope, droguée et même perverse. Faites-les bosser pour les services secrets et ça donne un récit drôle, rythmé, violent et irrévérencieux qui vous fera voyager aux 4 coins du globe pour combattre des ennemis assez improbables. Attention cependant à certaines scènes qui peuvent se révéler dérangeantes. Mais la force du récit, c'est aussi l'écriture de ces personnages et leurs interactions. Avec la Ligue, on passe un bon moment. Je passe rapidement sur la saga des Beaux Jeffries apparue chez Comics Initiative car j'en ai déjà fait une vidéo dédiée que vous allez pouvoir revoir par ici. On va dire là. Voilà. Sachez que c'est une série très drôle qui est parue dans un magazine anglais dans les années 80 et qui est illustrée par Steve Parkhouse qui dépeint le quotidien d'une famille de monstres. C'est absurde, cocasse et incroyablement drôle tout en restant très critique des années Thatcher. Vision est aussi paru chez Comics Initiative et c'est un recueil comprenant 3 œuvres.
Another Suburban Romance, qui est à l'origine une pièce de théâtre qui ne fut jamais présentée, mais qui fut ensuite adaptée sous forme de 3 chansons quelques années plus tard. C'est une histoire tortueuse avec une prose de génie et mise en image avec maestria et violence par le trop rare Juan José Rip. Il y a ensuite Writing for Comics, un essai qui permet de rentrer dans la tête de l'auteur et de savoir comment il écrit ses comics. Et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il décrit une méthode et s'empresse de la démonter par la suite. Une véritable curiosité. Et ça se termine avec Light of the Countenance, une adaptation d'une nouvelle de Moore, fable anti-télévision incroyablement illustrée par Felipe Massaferra, qui arrive à saisir tout le génie de Moore. Bon, c'est à croire qu'il n'y a que des récits cultes avec Alan Moore, étant donné qu'on enchaîne avec V pour Vendetta, paru chez Urban et dessiné par David Lloyd. Et que je possède en 2 éditions, dont une collector très sympa avec le masque. Dans cette uchronie dans laquelle l'Angleterre est devenue un pays fasciste où tout est sous contrôle et où la paranoïa règne en maître, dans l'ombre, un justicier répondant au nom de V et arborant le masque de Guy Fawkes prépare sa révolution. L'une des très grandes œuvres de Moore qui a été portée au nu dans le monde des comics, mais aussi qui s'est fait une place dans la culture avec un grand C, notamment grâce au film du même nom. Cette superbe fable shakespearienne profondément punk et anti-gouvernement, véritable réaction épidermique au gouvernement de Margaret Thatcher, est une véritable ode à la liberté qui résonne encore très fortement actuellement lorsque l'on voit les changements qui s'opèrent dans notre société. Après avoir lu cette œuvre, on ne regarde plus le monde de la même façon, faites-moi confiance. On passe ensuite sur un récit un peu plus mainstream mais malgré tout assez fort, avec Les Derniers Jours de Superman, paru chez Urban et qui contient 3 histoires illustrées par Curt Swan ou encore Dave Gibbons. Ces 3 récits scénarisés par Alan Moore expriment bien ce qu'il ressent vraiment pour le Silver Age et l'homme d'acier en particulier. Il dira d'ailleurs plus tard, le mythe de Superman est une histoire sur la grandeur et l'accomplissement. Toutes les légendes sur les super-héros sont basées sur ce concept. Superman est le soleil autour duquel gravitent tous les autres. L'histoire parle d'un alien qui arrive sur Terre et qui se retrouve à se mélanger avec les humains tandis qu'il utilise ses habiletés uniques, non pour s'élever au-dessus de nous, mais pour nous aider. Il ne peut pas être un dieu, car les dieux sont les dictateurs qui créent des règles que les autres doivent respecter. Superman crée des règles pour lui-même et les utilise pour notre bien. Si les USA ont une légende comparable aux mythes immémoriaux de la Grèce antique, alors c'est bien Superman. Si ça, c'est pas une déclaration d'amour. On continue avec un titre qui fait parler, souvent, puisque certains ne comprennent pas l'aura culte qu'il peut avoir ou estiment que c'est une œuvre mineure de Moore. Je fais mes trempes, rien qu'à le dire. Je parle bien entendu de Killing Joke, paru chez Urban et dessiné par la légende Brian Bolland. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ce titre, puisque j'ai prévu d'en parler dans une vidéo dédiée qui fera partie de la série Pourquoi c'est culte. Mais pour les 2 du fond qui ne connaissent pas ce récit, eh bien c'est censé être hors continuité. Et ça nous dépeint une des origines du Joker. C'est un récit fondateur qui laissera une marque indélébile au point d'intégrer la continuité et de devenir la story origin du Joker moderne. On termine, ou presque, avec Across the Universe, The DC Universe Stories of Alan Moore. Ce recueil contient toutes, paraît-il, les histoires scénarisées par Alan Moore chez DC sur Superman et Batman. Un immanquable pour les complétistes, vu qu'en plus il y a pléthore de grands artistes qui l'accompagnent. Klaus Johnson, George Pérez, Kevin O'Neill, Jim Aparo, Brian Bolland, et j'en passe. C'est dispo uniquement en VO et ce n'est plus édité malheureusement, mais ça peut se trouver d'occasion assez facilement même si c'est pas donné. Cette fois-ci c'est la bonne puisque voici pour terminer Incantation, le grand œuvre de Alan Moore, la biographie de l'auteur par Lance Parkin, paru chez Hachette et qu'on peut facilement trouver mais vraiment à pas cher. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai eu ouï dire que c'était passionnant et vraiment très bien documenté, sachant qu'en plus il y a du matériel directement fourni par Alan Moore. On en reparle dès que je l'ai lu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et comme vous l'avez compris, Alan Moore est un auteur qui tient une place énorme dans ma collection de comics, mais aussi dans ma vie de lecteur. Mais il a surtout une place énorme dans l'histoire des comics en général puisqu'il a influencé une majorité d'auteurs actuels, mais ça, c'est une autre histoire. Si tu as des questions particulières à me poser, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre et comme je l'ai déjà dit, s'il y a cette question sur une œuvre particulière, j'en ferai probablement une vidéo dédiée. Si c'est la première fois sur ma chaîne, pense à t'abonner et activer la cloche pour être alerté à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Si ça t'a plu, je t'encourage à liker, à commenter, mais surtout à partager un max sur le web, ça me motive à faire toujours mieux et toujours plus, et ça nique l'algo de YouTube. Je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Mais vous pouvez aussi lire mes articles sur le site descomics.fr. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, lisez un max.